Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Bonsoir, bienvenue à l'Observatoire en Scorpion. Je suis en compagnie de ma compatriote, de ma partner, mon alter ego, Kat. Allô. Salut, salut. Bienvenue en ce beau mois de mai. C'est notre avant-dernière émission déjà, hein? Deuxième saison déjà qui se termine. Et pourquoi pas vous dire dès maintenant que après avoir longuement parlé avec Alina, mais non, pas du tout, ça a été une brève question et une réponse optimiste. On va sûrement être là pour l'année prochaine aussi. On va continuer l'Observatoire à être là une fois par mois avec vous. C'est ça. Donc, j'avais envie de vous le dire dès maintenant. On aurait pu attendre au solstice d'été, hein, parce que notre dernière émission s'est faite dans ce coin-là, mais pourquoi pas en parler maintenant? Donc, c'est ça, on va être là l'année prochaine. On va continuer sur cette... c'est ça, à observer, à essayer de trouver des petits recoins poussiéreux, à dépoussiérer un peu et à partager avec vous. Trouver des petites lectures, des petites poésies, etc., etc. Et toujours axé sur la magie du soi vers le monde et vers le monde en soi aussi. Pourquoi pas? Nous sommes en différé pour cette émission, malheureusement. Vie de famille oblige parfois. Donc, on aime bien en deuxième heure aller voir le chat, comment ça se passe, s'il y a des questions, des commentaires, et papoter un peu avec vous. Donc, ce ne sera pas possible. Mais nous vous invitons tout de même à faire partie du chat parce que notre très chère Alina y sera et pourra... et c'est ça, il y a d'autres personnes qui écoutent en même temps l'émission. Donc, c'est toujours intéressant d'échanger dans ce sens-là. Pourquoi pas? Et s'il y a quoi que ce soit, Alina m'en fera part et on pourra répondre à vos questions ou commentaires lors de la dernière émission, s'il y en a. Donc, soyez assurés que ce sera, c'est ça, que le message se rendra. On a une émission bien spéciale. Aujourd'hui, elles sont toutes spéciales. Hein? 4, franchement. Elles le sont toutes, n'est-ce pas? Mais c'est ça, on avait envie de parler... on avait envie de parler des points d'eau, mais pas n'importe laquelle. Celles qui sont plus secrètes, réservées. Celles qui se cachent un peu et qui amènent autour d'elles certains animaux plus particuliers qui se retrouvent à vivre là. Où est-ce qu'aussi ces emplacements-là ont inspiré aussi beaucoup de poésie, d'écriture. Je me rappelle, jeune adolescente, avec l'école, on est allé faire du canot, de la chaloupe. Puis, on est allé à un endroit où est-ce que c'était comme un petit lac, mais il y avait un côté un peu marécage, étang. Il y a beaucoup de lacs au Québec qui ont cette particularité-là, c'est ça, d'avoir comme des espaces tampons un peu qui deviennent très intimes, où est-ce qu'on va voir aussi parfois même des saules pleureurs proches de ces points d'eau-là, où est-ce qu'on va voir des plantes, des nénuphars. Je me rappelle de cet endroit particulier et comment il m'avait inspirée. Quand on visite ces espaces-là, je parle des étangs, des marécages, des marais, on ressent tout de suite il y a comme un silence qui s'impose, on dirait. C'est comme rentrer dans une bibliothèque. On dirait qu'on a besoin de parler moins fort. On est submergé
Tu sais, notre énergie se collisionne avec cette énergie-là qui émane de ces espaces-là, puis on a l'impression, c'est ça qu'on doit tamiser un peu notre énergie, parler moins fort, puis tomber dans une observation. En tout cas, moi, c'est l'effet que ces endroits-là me font. Il y en a un proche de chez moi que j'aime bien aller visiter. Et c'est ça, je vais proche, puis là, je me mets comme en petit bonhomme, je m'accote sur un arbre, puis on observe. Puis c'est un endroit aussi, les étangs, puis les petits marais, les petits points d'eau, c'est un endroit aussi où est-ce qu'il y a beaucoup de musique. Donc, je pense que c'est une raison aussi pour laquelle on se tait. Hein? C'est comme quand on entend des musiciens jouer, on dirait on a, on s'impose un silence pour laisser laisser la place à la musique. Donc, c'est un On, peu ça aussi. on porte l'oreille. Oui, c'est ça. C'est ça. On porte une attention. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qu'on ressent quand on arrive proche de ces endroits-là. Et donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va vous parler des étangs, on va parler des endroits plus marécageux aussi, des marais, les eaux stagnantes, les plantes qui habitent ces endroits particuliers. On va parler de quelques animaux aussi qu'on retrouve dans ces endroits et aussi dans notre imagerie collective au niveau du cinéma, au niveau des émissions, au niveau des écrits. Il y a au niveau aussi même des anciennes communautés, des anciens peuples. Il y a des histoires qui se sont tissées autour de ces espaces-là. Donc, on va explorer tout ça en première heure du moins. Et en deuxième heure, on va se diriger plus vers l'univers des plantes. Et c'est ça, parce que c'est le printemps. Parce que là, la semaine passée, en plus, on dirait que le printemps vert, le côté vert du printemps a éclaté, a bourgeonné, a commencé à fleurir. Et c'est ça. On arrive tranquillement à l'été, on a eu des belles chaleurs. Et là, on a un temps un peu plus frais. Fait que là, je suis toujours à surveiller mes plantes, là, si elles peuvent passer la nuit ou pas, parce qu'il peut encore avoir des gels la nuit ici au Québec. Mais c'est ça. On est presque rendu officiellement à la fin des gelées. Là. Ce ne sera que des rosées matinales qui vont être là. Une eau bienfaisante pour la nature. Et donc, c'est ça. C'est ça. J'ai déjà envie comme de parler moins fort, tu sais. À cause de qu'est-ce qu'on va, à cause du sujet d'aujourd'hui, on dirait, c'est tellement imprégné qu'on a envie de parler moins fort. Fait que, oui, c'est ça. Donc, commençons. Les étangs, les marécages, les marais. Donc, j'ai appris au travers de mes petites lectures que les étangs, pardon, en particulier, ce sont des espaces qui ont été fabriqués par l'humain. Parce que on a besoin de points d'eau un peu partout, que ce soit pour arroser nos jardins, que ce soit aussi pour avoir du poisson. Il y en a qui vont faire de l'élevage de poissons. Et donc, on peut pas, il n'y a pas des points d'eau partout où est-ce qu'on veut. Donc, des fois, on peut se créer un point d'eau, puis avoir ce qui vient avec autour. Hein. Les batraciens, parce que je pense que, si je ne me trompe pas, en Europe, en tout cas, je sais qu'ici, dans un restaurant en particulier qui servent, c'est souvent dans les buffets chinois, euh, on va souvent trouver les cuisses de grenouille. Je me rappelle, mon frère adore ça. Quand on y allait, je pense, 1 ou 2 fois par année, plus jeune. Puis mon frère y allait, je pense qu'il mangeait juste ça. Et je pense que c'est un mets qui est apprécié en Europe aussi, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça. Fait que faire des élevages
de grenouilles, entre guillemets. Ou en tout cas, avoir un endroit où est-ce qu'elles vont être heureuses. C'est plus facile de les attraper ensuite. Ah, on profite quand même des espaces qu'on fait, mais en prenant soin aussi. Puis, ben, il y a les poissons aussi. C'est plus facile de pêcher, des endroits qui sont plus proches de soi, de faire, c'est ça, des élevages, puis de prélever hein, au travers de ça nos besoins à nous. Donc, les étangs, c'est des endroits qui étaient fabriqués par l'humain. C'est sûr que, bon, maintenant, aujourd'hui, on peut créer encore ces espaces-là sans être obligé de faire un élevage particulier. Mais comme par un hasard ou parce que je suis plus observatrice de ces espaces-là dans les réseaux et tout ça, ben, j'ai vu quelqu'un justement qui s'était créé un petit point d'eau. Puis, je pense que ça fait 2 ans que c'est là. Puis, elle était dans l'attente d'un certain animal dans son petit étang. Je pense que ça s'appelle un triton. Fait que puis là, elle a posté, elle a envoyé une photo justement de sa belle découverte parce qu'elle était super heureuse parce qu'un triton finalement est apparu magiquement. C'est spécial comment que la nature aussi va trouver ce point d'eau-là puis aller l'habiter. C'est un endroit qui est super vivant. Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu la joie d'observer, Kat, de temps à autre au courant de ta vie? Oui, mais tu sais, c'est pas des milieux, moi, que j'ai eu vraiment, vraiment accessiblement, tu sais, facilement. Mhm. Mais c'est des endroits où ce que j'aime bien poser l'oreille, comme je disais tantôt, parce qu'il y a souvent des chants, hein, des chants de grenouilles, de crapauds, de ces petites bêtes-là. Il y a souvent des chants quand ça chante le soir, là, puis que c'est à l'été, c'est juste magnifique. Puis ça donne juste envie de s'arrêter puis de rien faire, là. Ouais, Fait que, ouais. ouais, c'est ça. Puis, ben, j'ai toujours trouvé ça très impressionnant aussi quand que j'en ai visité quelques-uns, là. C'est pas tonnes. Les étangs, des fois, sont très grands, là. C'est des très grands étangs. Sur le bord de la rive, il y a toujours beaucoup de vie. Puis des plantes qui sont quand même très vertes, puis avec des fleurs, là, tu sais, Mhm. qui sortent sur les côtés, sur les bords, un petit peu plus dans le centre. Puis là, on voit de la vie. On voit même des moustiques, beaucoup, beaucoup de moustiques, des sauteuses, là, sur l'eau. Fait que tout ça, Oui, c'est vraiment très impressionnant. Puis je trouve que c'est un beau monde, qu'on pourrait dire, un petit monde parallèle, très, très le fun. Et les libellules aussi aiment beaucoup, beaucoup les étangs, les points d'eau. oui, Fait que c'est ça. Puis les autres, ils aiment, on dirait qu'ils aiment la peau, la chaleur des humains. Ils viennent souvent nous visiter, puis tourner autour. Des fois, ils se posent sur nous, tu sais. Fait que oui, je trouve oui, ça vraiment mystérieux, mystique et puis très enchanteur. tout à fait, tout à fait. C'est ça, certains animaux en particulier. Tu parlais justement du chant des grenouilles. Juste la grenouille en soi a une grande symbolique. Euh, c'est un animal un peu. Il y a quelques animaux comme ça. Je pense au corbeau qui traverse les mondes. La grenouille est vue comme un animal aussi qui traverse les mondes parce que, ben, en fait, hein, déjà, un point d'eau, c'est un portail. Hein? Oui, Ça reflète le ciel. Et comme les divinités habitent au ciel, ben, tu sais, tout ce qui est réflectif, ben, c'est comme un peu, c'est comme un portail, hein? C'est comme on pourrait entrer dans l'eau puis se retrouver dans l'autre monde, en fait. Mais ça prend des habiletés spéciales un peu, pour ne pas dire chamaniques, pour arriver à ça. Mais sinon, la grenouille est vue comme un animal qui est justement un être qui voyage entre les deux mondes. Ben, justement parce qu'elle vit en grande partie dans l'eau, mais pas entièrement. Hein, elle va sortir puis aller sur le bord pour s'alimenter et tout ça. Mais elle a un côté aussi très aquatique parce que quand elle naît un peu comme un poisson, hein,
des petits têtards. Elle n'a même pas de pattes, je pense, quand elle naît. Puis après ça, les pattes arrivent, puis là, la queue disparaît. Fait qu'il y a une espèce de transformation entre deux éléments qui se passent en elle. C'est quand même spécial. Mhm. Tu sais, de passer c'est ça, de l'élément eau à l'élément terre. C'est quelque chose qui a été observé et très respecté. Et c'est ça, au niveau de la grenouille. Donc, tu sais, tout ce qui a un lien avec la transformation est super important. La grenouille aussi, elle est liée au monde féerique. Apparemment que tu pourrais, c'est ça, avoir comme envoyer des messages, tu sais, au monde des fées à travers les grenouilles, en parlant aux grenouilles. Et c'est lié aussi au sort de pluie puis de la température. Donc, si il pleut vraiment trop, ben, apparemment que la grenouille, elle pourrait être une porteuse aussi de messages pour essayer d'influencer sur la température, sur les pluies aussi. Tu sais, en parlant de grenouilles, j'aime beaucoup, mais ça fait pas tant d'années que j'aime ça parce que autrefois, dans ma jeunesse, j'ai eu quelques mauvaises expériences avec cette belle petite bestiole que je trouve vraiment fabuleuse. Puis que, tu sais, hein, à l'école, moi, j'ai pas eu cette expérience-là, là, mais à l'école, ils faisaient des expériences avec les grenouilles dans les classes. Puis j'ai jamais vraiment aimé ça. J'en entendais parler, puis ça me plaisait pas du tout. Puis aussi, étant adolescente, je vivais dans un chalet avec ma grand-mère à tous les étés, avec mon frère, puis chez ma grand-mère, mes grands-parents du côté paternel. Puis des fois, les garçons, ils s'amusaient à nous faire peur, puis à nous envoyer à nous pitcher des grenouilles, puis à faire des petites expériences avec. Fait que c'est un petit peu traumatisant. Ouais, ça l'amène un petit peu des souvenirs des fois qui sont un peu moins beaux, mais en tout cas, moi, en vieillissant, j'ai comme découvert la beauté, la texture, les formes, les couleurs, je la trouve vraiment, là, sont toutes vraiment très, très impressionnantes, là, tu sais. Fait que je me suis arrêtée un petit peu plus tard dans ma vie à ces bestioles qui sont très, je vais dire ça. Mais moi, je les trouve magiques. Oui, ben je trouve aussi. Puis oui, tu parles de ça, puis je me rappelle, enfant, ben tu sais, il y avait mon frère qui voulait les attraper pour les manger, là. Oh là là. Moi, je pense que j'ai jamais goûté, j'ai jamais osé. Puis c'est pas parce que c'est un animal que je trouvais sale ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même comment dire, une certaine sensibilité. J'ai été végétarienne pendant 10 ans. Là, j'avais changé un peu pour pas l'imposer à mes enfants, mais en parlant puis en les sensibilisant. Mais, fait que, tu sais, je n'étais pas capable de manger une grenouille. Pour moi, c'était comme un non-sens, là. Je voyais mon frère manger ça, puis, tu sais, c'est ça. C'était pas parce que ça me dégoûtait, tu sais, parce que je trouve l'animal beau, mais c'est vraiment parce que, c'est ça, il y a des animaux, tu sais, c'est comme, on n'est pas capable de manger des chats puis des chiens, là, puis dans d'autres pays, ils sont capables, tu sais. Ils n'ont pas Oh la là même... là. mais c'est ça, on a différents liens de différentes manières au travers, c'est ça, pour les animaux, des animaux qu'on ne serait pas capable de manger. Puis il y a une partie qui est culturelle, mais pas tout le temps. Tu sais, je pense qu'il y a un côté de valeur aussi, ou même au niveau de l'esprit, là, où est-ce qu'on ressent que c'est pas un animal qu'on devrait manger. Tu sais. C'est sûr qu'en situation de survie, ce serait sûrement différent, là, mais c'est ça. Quand on est bien portant, là, il y a des choix plus conscients comme ça qu'on peut faire. Fait que, ouais, la grenouille, j'ai jamais été capable de le manger, mais ça avait l'air très bon, par exemple. Ouais. Puis mon frère, lui, il en a mangé quand il était plus jeune aussi, mais mes parents lui ont fait à croire que c'était des cuisses de petits poulets. Donc, tu vois un peu la dynamique autour. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant de parler d'elle puis d'y donner de la valeur un petit peu, là. Oui, ben oui, oui, tout à fait, parce que, tu sais, on la voit dans les clichés de sorcière, tu sais, mais sans trop comprendre pourquoi. Mais c'est ça, en s'y arrêtant un peu, puis
c'est ça, à observer un peu sa manière de vivre et d'y trouver des concordances magiques. C'est ça, ça la remet un peu à sa place. Justement, par rapport à la grenouille, ben, il y a, il y a des, il y a une histoire peut-être que vous connaissez, une histoire de jeunesse. Je ne me rappelle pas c'est qui avait écrit ça, mais ça s'appelle La jeune fille et la grenouille. Je ne sais pas si c'est peut-être les frères Grimm. Ah, peut-être pas. Mais c'est ça, c'est une histoire qui est quand même assez connue. Donc, je vais vous faire euh, une petite histoire courte de la chose. Donc, la petite fille, la jeune fille ou la princesse et la grenouille, c'est une jeune demoiselle qui se fait offrir par son papa roi, n'est-ce pas? Parce que dans ces anciennes histoires, c'est souvent les rois, les reines, les princes et les princesses qui vivent des choses extraordinaires. Donc, la jeune fille reçoit une balle en or de son père et elle s'en va jouer avec sa balle proche d'un étang. Et donc, elle lance la balle dans les airs pour la rattraper. Et à un moment, elle rate son coup et la balle d'or tombe dans l'eau. Puis, ben, la demoiselle, elle ne sait pas nager. Puis, de toute façon, hein, l'eau, on ne voit pas vraiment très bien. Fait que, bref, elle n'est pas en mesure d'aller la chercher, sa balle en or. Donc, elle pleure à côté de l'étang. Hein, c'est la fin du monde, le cadeau de son papa qu'elle vient de perdre bêtement. Et il y a une grenouille qui s'approche et qui lui dit: «Ah, jeune demoiselle, moi, je suis capable d'aller la chercher, ta balle en or.» Puis là, la demoiselle est comme: «Ah oui, oh mon Dieu!» Tu sais, elle est vraiment contente. Puis la grenouille, elle lui demande en échange un baiser. Puis la jeune fille est comme: embrasser de grenouille, tu sais. Mais là, elle veut vraiment sa balle. Fait qu'elle lui dit OK. Tu sais, elle accepte que la grenouille va la chercher. Et quand elle revient et qu'elle la donne à la jeune fille, mais la jeune fille, elle n'a pas envie de l'embrasser, la grenouille. Fait qu'elle se dit, j'ai juste à courir jusque chez nous, puis je ne vais plus en entendre parler. Fait que c'est ce qu'elle fait. Mais la grenouille arrive quelques heures plus tard au château et va cogner à la porte et demande à parler au roi, puis explique ce qui s'est passé. Alors, le roi amène la grenouille, ils étaient en train de manger. Et le roi oblige sa fille à respecter son entente. Fait que, le roi installe la grenouille proche de l'assiette que la jeune fille est en train de manger son repas. Puis la grenouille se sert, mange dans la même assiette que la jeune fille. Puis la jeune fille, ça l'écoeure, elle ne veut plus. Que là, elle veut aller se coucher, se débarrasser un peu, puis arriver au lendemain, là, que autre chose ça arrive dans sa vie. Et son père l'oblige à amener la grenouille avec elle dans sa chambre. Puis, fait que c'est ça. Elle l'installe dans son lit, puis là, la grenouille, elle veut dormir avec elle. Puis la fille est comme, elle veut pas trop. Puis, c'est ça. Bref, elle se retrouve obligée à lui dire bonne nuit, puis à l'embrasser. Puis je pense que c'est son père qui l'oblige. Mais fait qu'elle embrasse finalement la grenouille après toutes ces péripéties pour finalement, c'est la grenouille se change en beau jeune homme. C'est un beau jeune prince qui avait été ensorcelé par une sorcière et qui devait, c'est ça, être embrassé par une jeune princesse pour pouvoir se délivrer de cette malédiction. Et donc, ils vécurent heureux et se marièrent et eurent sûrement beaucoup d'enfants. Donc, mais c'est ça, c'est des histoires vraiment intéressantes qui ont des belles symboliques au travers de ça. Puis avec un aspect magique de sorcière et tout et tout. Puis je l'aimais beaucoup cette histoire-là quand j'étais jeune, justement, en me rappelant de cette balade en canot dans cet endroit qui est comme, c'est la rivière, je pense, de l'île des Moulins, dans le coin de Terrebonne, pour ceux qui sont au Québec. Il y a comme un espace où est-ce que tu peux louer des chaloupes, puis c'est vraiment beau. Justement, on en reparle, puis je me dis, je devrais amener mes enfants, puis on devrait y aller. Puis c'est là, je me rappelle, tu parlais un peu des patineuses tantôt, là, les insectes qui patinent sur l'eau et tout ça. Ça me rappelle que c'est là que j'avais vu ça la première fois. En fait, on peut juste les voir sur les points d'eau. Hein. Donc, c'est ça, c'est une belle découverte quand on va dans ces espaces-là
où est-ce qu'il y a vraiment une flore spécifique, des insectes plus spécifiques, hormis les maringouins. Les maringouins, il y en a partout. Mais c'est ça, puis certains animaux aussi qu'on retrouve juste dans ces espaces-là. Oui, et puis il y a aussi des canards puis, qui aiment bien les marais et puis surtout les étangs pour, euh, pour fouiller dans la boue, dans le fond, pour manger les bestioles qui s'y cachent. Oui, oui, oui. Puis, c'est pas tous les oiseaux qui vont se nicher aussi en hauteur. Il y en a qui vont se nicher auprès du sol. Puis, c'est dans ces endroits-là qu'ils vont aller faire leur nid aussi pour Mhm. être plus en sécurité. C'est plus difficile de te faire, tu sais, de te faire voler tes œufs quand tu es dans un endroit plus marécageux où est-ce que les animaux doivent savoir nager ou, tu sais, comme un raton laveur, c'est quand même assez lourd. Fait que s'il commence à marcher dans un endroit boueux, c'est sûr qu'il ne se rend pas, là. Fait que c'est des endroits où est-ce que les animaux, les oiseaux sont protégés pour faire leur nicher aussi. Mais oui. Mhm. Intéressant. Ouais. Un animal que je me rappelle d'avoir vu aussi dans ce genre d'endroit que j'allais observer quand j'étais petite, quand j'étais, c'est ça, au niveau du primaire, là, 9, 10, 11, 12 ans, il y avait un petit étang à côté d'où est-ce qu'on habitait, puis on avait comme une petite rivière, mais tu sais, qui devenait vraiment plus comme un ruisseau, je te dirais, là, au courant de l'été, là, le débit descendait de beaucoup. Mais c'est ça, il y avait comme un étang, euh, c'est ça, tout près à genre 5-10 minutes de marche. Ben 5 minutes en courant, 10 minutes en marchant. Puis, il y avait un héron qui habitait là, que j'allais observer de temps à autre. Puis même encore aujourd'hui, dans le coin où est-ce que j'habite, il y a beaucoup de petits étangs, de petits points d'eau. On a des petits lacs aussi dans la région de Sainte-Sophie. Puis, c'est ça, juste entre chez moi, puis quand que je vais chercher le courrier à pied, quand que j'y vais, sauf l'hiver. L'hiver, je n'y vais pas parce que les rues deviennent beaucoup plus étroites à cause de la neige, mais sinon, le printemps, automne, hiver, là, j'aime bien y aller à pied parce que justement, il y a une espèce de ruisseau qui a des petits espaces plus d'étangs, puis il y a un héron qui habite là. Donc, Ah. j'aime beaucoup aller le voir. Je trouve ça tellement beau. Puis quand on les voit voler aussi, ils volent souvent très bas au-dessus de l'eau, là. J'adore ça, aller les voir. C'est majestueux. Mm. Tellement. Puis ils ont comme une certaine lenteur, tu sais. Oui. Ils passent beaucoup de temps immobiles aussi, tu sais. Mm. Puis je sais pas, il y a peut-être, tu sais, peut-être parce que je me sens un peu sur la même vibration que ces oiseaux-là. Tu Ouais. sais, d'avoir une certaine lenteur puis d'immobilité, mais quand il faut, mais sont efficaces dans leur chasse, dans leur pêche aussi, tu sais. Mm. Donc, ouais, un super de bel animal que je devrais d'ailleurs aller voir dans mon livre. Puis Faudrait. aussi qu'il y a des grandes pattes avec palmées aussi pour pouvoir être dans des points d'eau debout, immobile et attendre que quelque chose passe autour de lui, là, tu sais. Tout à fait, tout à Mm. fait. Alors, je vais faire traduction. Je fais une petite recherche live là, parce que je me rappelle pas héron, c'est quoi en anglais. Puis, moi, j'ai mis. Bon, c'est la même chose. Héron en anglais. E-F-G-H. Je connais mon alphabet. Non, c'est pas là. Parce que, ouais, c'est ça, c'est un animal vraiment beau. Puis c'est pas le genre d'animal qu'on parle souvent aussi. Tu sais, quand on parle, admettons, des animaux totems, tu sais, ou des animaux qui nous accompagnent dans c'est ça, dans nos croyances et tout ça. C'est pas un animal auquel on pense bien souvent. Mais Il y en non. existe, je crois, deux ou trois dans la race de héron. Il y a le blanc, il y a le grand héron, le Ouais. héron blanc.
Puis c'est ça, j'en ai vu quand même deux, on dit pas des races, là, mais on dit, Les espèces. oui, excuse-moi, hein. Il n'y a pas de Ouais, problème. des espèces dans le coin de Repentigny, Charlemagne, là, près de l'autoroute, il y a un beau, espèce de grand marécage Hmm. avec les espèces sont toutes bien identifiées, avec la flore, et puis il y a aussi les grenouilles, OK. certains oiseaux, ouais, fait que, puis j'en ai vu un blanc, là. C'est vraiment très beau, là. Ah oui. Bon, tu Oui. vois, j'ai vraiment un grand livre qui s'appelle Animal Speak, puis qui parle aussi du côté un peu chamanique, puis tout ça. Puis quand tu tombes sur un animal qu'ils ont dans leur livre, qui est comme un peu un dictionnaire, il y a vraiment des trucs intéressants, mais tu vois, il n'est pas là, le héron. C'est pour dire que c'est pas un. Tu sais, on tombe encore dans ces animaux qui sont pas. Qui sont difficiles à avoir des informations. On dirait que dans les livres, tu sais, les gens les oublient. Et je vais prendre ça en note. Parce qu'un jour, toutes ces plantes qu'on parle, qui sont oubliées dans les encyclopédies magiques, on en fera peut-être un livre. Pourquoi pas? Hein? Ou en tout cas, si Oui, quelqu'un entend l'idée et a le temps de le faire avant nous. Mais c'est ça. Encore faut-il le savoir, encore faut-il reconnaître ces animaux, ces plantes oubliées de la magie. Et pourtant, ils le sont autant magiques. Alors, ben moi j'ai héros. pour le héron là, Oui? Nike, j'ai un symbole de patience et de chance. Parce que Ah! dans la croyance des peuples autochtones d'Amérique du Nord, euh, c'est que si les pêcheurs voient un héron, c'est que s'ils vont avoir de la chance, puis ils vont avoir une bonne pêche. Fait que Ah! les porteurs de chance et de patience, parce que vraiment, hein, lui aussi, quand il se stabilise les pattes dans l'eau, dans un étang, puis qu'il attend sur le bord de la rive, exemple, puis qui attend, là, c'est parce qu'il attend. Il fait pas juste regarder le paysage, lui, là. Il Hein? attend Il le attend bon moment. Puis pour. Ouais. puis tu vois ce qu'ils disent par rapport au grand héron bleu. Seulement vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, suivez votre sagesse intérieure et votre guidance plutôt, et votre propre guidance, plutôt que de vous laisser porter par la pression des autres. Donc, puis ça nous ramène, c'est ça, à l'impression que ça nous donne le héron, en cette assurance tranquille et son geste sûr quand il va, tu sais, quand que le poisson va arriver, être là au bon moment, puis faire la bonne action au bon moment. Donc, c'est ce que ça nous rappelle, le héron. Un peu comme dans le sens de qu'est-ce que tu disais. Fait que super intéressant. Oui. Je pensais même pas nécessairement en parler. Je l'avais comme mis, j'avais comme écrit, mais comme j'avais rien trouvé, mais tu vois, à force de papoter un peu entre personnes spirituelles, et peut-être qu'il y aura aussi des personnes dans le chat qui auront leur propre idée, leur propre définition de cet animal aussi. On vous invite à oser vous avancer sur la signification de cet animal. Dans la mythologie grecque, le héron est associé à Poséidon. Il est vu comme un bon présage. Ah oui, Ouais. ben Puis, totalement. ouais. Puis dans l'art médiéval, il porte aussi une valeur positive en représentant les âmes des élus qui dirigent leur quête vers des sphères supérieures ou à l'au-delà. Ah, wow! Ouais, c'est un oiseau qui est capable de connaître sa saison et donc son âge, qui est considéré aussi comme l'oiseau le plus sobre parce que car son lit et sa nourriture se trouvent au même endroit. Ah, OK. Mm. Ouais, ouais. Ah, c'est vraiment un bel animal que j'adore observer. J'aimerais ça avoir une plume. J'en ai jamais trouvé.
C'est pas un Une animal plume de qui héron? laisse une plume de héron. J'aimerais bien. Hmm. J'en ai jamais vu. Ils doivent tomber plus dans l'eau aussi, vu qu'ils sont vraiment tu sais, quand on est autour d'un étang, c'est pas, on peut pas toujours vraiment être sur le bord, hein. Souvent, ça l'arrête comme assez raide, puis ça devient vite aussi très mou euh, dans au, euh, aux abords d'eux. Donc, c'est pas un espace où est-ce qu'on peut facilement avoir accès non plus. Hmm. J'ai Donc, autre chose intéressant. sur le héron, Ouais, ouais, d'après certaines études de l'étymologie, le mot phénix, ça viendrait, c'est ça, ça serait la base là, du héron pourpre. le héron pourpre. Ah oui, Ouais, ouais, l'oiseau solaire dans la mythologie grecque. OK, wow! Ça, c'est Moi, toutes des choses intéressantes à pouvoir oui, aller vraiment, rechercher. Mm. ouais, je le trouve vraiment intéressant, cet oiseau-là. Merci de l'avoir mentionné. Ça l'a comme ouvert bien la curiosité en moi. Tout à Mm. fait, tout à fait. Alors, on parle ça de ces espaces, on a parlé un peu de la grenouille, on a parlé un peu du héron. Ah oui, j'avais une autre chose par rapport à la grenouille, puis ça, c'est vraiment intéressant au côté historique. Euh, Moi, je connais pas vraiment les dieux et les déesses de l'Égypte. Veux pas, on touche un peu à à ce panthéon-là parce que c'est quand même un panthéon ancien. Et il y a beaucoup, c'est ça, beaucoup de symboliques qui vont se référer à ces anciennes connaissances, à ces anciennes sagesses. Et ce que Mhm. j'ai lu par rapport à la grenouille, il y a une déesse égyptienne qui s'appelle, là c'était en anglais, donc il y a peut-être un alter ego au niveau du nom en français, parce que des fois les correspondances sont un peu différentes, mais elle s'appelle, du moins ce que j'ai trouvé en anglais, Herit, H-E-R-I-T, un peu comme la première partie tu sais, du mot héritage, hérité, hérite. Puis cette déesse-là, apparemment, aurait aidé Isis à faire, à trouver comme le, le rituel de résurrection pour faire ressusciter Osiris, qui était son mari, je crois, son frère mari. Je me semble qu'Isis puis Osiris. En tout cas, je ne veux pas m'avancer plus là-dessus. Je suis vraiment pas connaissante en cette matière. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le rituel des bandelettes, hein, de la momification, euh, il y a comme, j'ai lu que c'était en fait, que Isis aurait trouvé le remède à l'immortalité. Donc, c'est comme si ce rituel-là te rendait immortel, mais justement pas nécessairement dans le monde de la matière, mais dans le monde des esprits, j'imagine. Donc, c'est quelque chose que je vais aller à la recherche de, mais j'avais envie de le noter parce que quand même, la déesse égyptienne hérite. Tu sais, souvent, ils ont une tête d'animal. J'ai pas pu voir, j'ai essayé de trouver cette déesse-là au niveau de l'imagerie, puis j'ai pas trouvé sur les internets, mais c'est ça, il y a peut-être quelqu'un justement qui en sait un petit peu plus qui sont à l'écoute, puis qui pourront donner un petit peu plus de renseignements au niveau du chat. C'est pour vous faire un peu, vous donner un peu de matière à jaser au niveau de ça, mais je trouvais ça intéressant comme information, même si elle est Mhm. incomplète, hein, je le dis bien humblement. Le monde des esprits, la connaissance occulte, ésotérique, exotérique et tout ça, c'est tellement vaste, mais c'est par la curiosité qu'on apprend les choses. Donc, c'est pour ça que je vous en parlais un peu. Ça a titillé un peu ma curiosité. Et donc, c'est ça, c'est ce que je voulais dire en dernier par rapport à la grenouille, tout ça pour dire que c'est un être qui a inspiré depuis très longtemps. Si on se rappelle même, tu sais, on parle un peu de l'Égypte, ben, tu sais, sur les abords du Nil, il devait avoir des espaces plus d'étangs où est-ce que Mhm. justement cet animal-là habitait. Donc, forcément,
ça l'a inspiré aussi dans ces espaces, même en Égypte. Sinon, on a parlé de la jeune fille et la grenouille. Il y a d'autres... c'est ça, on parlait d'inspiration tantôt, puis j'avais envie de vous parler d'un monsieur qui s'appelle Alan Moore. Peut-être que certaines personnes vont reconnaître parce que ce monsieur-là, d'une part, a écrit beaucoup d'histoires, a été affilié à DC Comics pour les amateurs de BD et de super-héros. Donc, Alan Moore a écrit sur notamment The Swamp Thing. C'est une série de BD. Puis, je me suis retrouvée à trouver ça dans les films usagés, les séries usagées, et on a commencé à écouter ça. Donc, c'est un super-héros, anti-héros, qui va avoir une histoire un peu à la Spider-Man ou en tout cas à quelques autres personnages scientifiques auxquels il leur arrive un accident et qui vont se retrouver avec des super pouvoirs. Et donc, The Swamp Thing, c'est un peu le même principe. Et donc, c'est un scientifique qui trouve une matière inconnue dans un marécage en Louisiane et se retrouve, il y a un accident dans son laboratoire parce que, en tout cas, pour des trucs de magouille, de mairie et tout ça. Et suite à l'accident et à l'explosion, il se retrouve à avoir sur lui cette matière-là et il tombe dans les marais parce que c'est là qu'il étudiait, qu'il avait son laboratoire, et se retrouve à être modifié génétiquement et à développer une espèce de symbiose avec les marécages. Et donc, c'est ça. Puis au travers de ça, il y a quelque chose de vraiment philosophique, puis même pratiquement de spirituel. Puis c'est un peu ce que Alan Moore aime apporter. Je racontais un petit peu plus tôt à Kat une histoire qu'il raconte. Si vous pouvez trouver ça sur YouTube assez aisément en recherchant son nom. Donc, il raconte qu'à l'aube de sa quarantaine, après une soirée bien arrosée, il fait une grande déclaration comme de quoi qu'il veut devenir magicien et se réveille le lendemain avec cette obligation qui s'est imposée, un peu folle. Puis, il s'était dit, comme qu'il dit lui-même, il dit, soit que j'avais l'air fou à ne pas le faire, à me dégonfler, ou que j'avais l'air fou à me lancer dans l'expérience. Du fait que j'ai décidé de devenir un magicien. Mais quand il dit magicien, c'est de parler de magie, mais pas magicien de tour, là, de sortir de lapin d'un chapeau. C'est un pratiquant au niveau de la spiritualité. Puis, a même développé une certaine divinité avec laquelle il fait affaire et tout ça. Puis, il en parle. Il y a même une biographie sur ce monsieur-là parce qu'au niveau de ses écrits, je vous parlais de Swamp Thing, mais il y a beaucoup... si vous connaissez The Watchmen, c'est quelque chose qu'il a écrit aussi. Il a écrit beaucoup de choses. Puis, pour ceux qui connaissent peut-être le film V pour Vendetta, parce que M. Moore se retrouve à être un certain anarchiste dans l'âme, a écrit V pour Vendetta, chose qui ont fait un film par la suite qu'on connaît probablement tous, presque tous. Ou si vous ne connaissez pas, je vous invite à le regarder, le film. C'est vraiment un bon film, justement, qui parle d'anarchie et de révolte, mais d'une manière peu commune. Donc, c'est ça, une histoire super intéressante, mais c'est ça, lui est plus spécialisé au niveau de la BD. Donc, il y a beaucoup de BD qu'il a écrit. C'est un Anglais d'Angleterre et il a été reconnu aussi, a reçu plusieurs prix suite à toutes ces écritures-là, ces histoires-là qu'il a écrites au courant de sa vie. C'est un monsieur qui est encore vivant aussi. Donc, c'est ça qu'on peut aller retrouver sur YouTube, qui est bien intéressant à aller voir. C'est ça, je suis allée voir un peu ce matin. Puis très intéressant à écouter parler, ce monsieur. Donc, c'est pour dire que des fois, on se dit, je vais regarder une série de DC Comics qui a l'air peu connue, puis pour s'apercevoir que finalement, c'est une personne qui pratique un certain occultisme qui a écrit ça.
Donc, pour dire, hein, la magie est dans tout, partout, hein, même dans des endroits incongrus qu'on ne pensait pas qu'elle serait. Oui, vraiment. Oui. Oui, c'est ça. Donc, M. Alan Comment Moore. s'appelle ce monsieur, tu dis? Alan Moore? Alan Moore, donc OK. A-L-A-N-M-O-O-R-E. OK, merci. Mais ça fait plaisir. Mhm. Un autre film de un téléfilm qui m'a beaucoup impressionnée quand que j'étais jeune demoiselle, que vous avez peut-être vu passer. Je sais qu'au Québec, c'est quelque chose qui passait, je pense, à chaque année. Et quand que ça passait à la télé, là, j'accourais, là, parce que j'ai toujours aimé les choses, les histoires d'Arthur et de la Table ronde, de Merlin et tout ça. Et donc, c'est un téléfilm en 2 parties qui s'appelle Merlin, qui passait à la télé. Et justement, il y a une scène qui m'avait beaucoup impressionnée quand étant plus jeune. C'est justement quand que la dame du lac, parce qu'il y a une dame, une sorcière blanche, on pourrait dire, qui habite vraiment dans un petit lac. Tu sais, on dit un lac, mais il est petit, là. Il y a un côté très, justement, étang un peu autour, euh, c'est ça, par la grandeur du lac. Puis donc, cette dame-là habite là, puis ben, habite, tu sais, on voit que c'est par là qu'elle traverse les mondes, tu sais, qu'elle arrive sur la Terre et qu'elle disparaît. C'est en utilisant le portail de ce lac. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la Dame du lac. Et elle va, à un moment, Merlin va la voir parce que lui, c'est un magicien aussi. C'est un sorcier, puis il va la voir, il y a des liens avec cette personne, puis à un moment donné, elle va lui donner Excalibur. Et puis la manière que c'est filmé, c'est vraiment beau. Elle sort Excalibur du lac. On voit juste comme son bras sortir du lac avec Excalibur qui fait un son, une vibration vraiment particulière. Puis que c'est ça, c'est Merlin qui va avoir cette épée-là et qui devra la donner au futur roi, euh, personne qu'il cherche, parce que où est-ce qu'il habite dans la très ancienne Angleterre, mais c'est un peu c'est un peu le bordel. Tout le monde, tous les petits rois veulent avoir une meilleure part de gâteau. Donc, il y a beaucoup de chicanes et tout ça. Et Merlin, comme s'engage un peu sans que son chemin de vie, en fait, c'est d'apporter une paix. Puis, qui sera au travers d'Arthur et tout ça, et de l'épée d'Excalibur et tout ça. Donc, puis c'est ça, fait que c'est comme un des points marquants où est-ce qu'on voit Excalibur apparaître, ben c'est au travers du portail du lac, où est-ce que la dame du lac habite, ou en tout cas entre et sort de notre monde. Fait que ça, c'est ça, l'aspect portail de ces espaces-là qui m'interpelle beaucoup, que j'ai toujours trouvé impressionnant. Puis sinon, il y avait un autre film que j'avais envie de vous faire part. Puis ça, c'est un film qui est beaucoup plus récent, qui n'a pas nécessairement un aspect magique, mais que je trouve très beau puis qui honore le côté marécage. Ça s'appelle, vous pouvez le trouver sur Netflix, ça s'appelle Là où chantent les écrevisses. L'histoire d'une jeune fille, d'une enfant qui va être abandonnée par sa famille pour plein de raisons dysfonctionnelles. Mais elle va rester à cette maison-là. Elle va rester là. Elle est comme assez vieille. Tu sais, elle est jeune, mais elle est assez vieille pour être capable de s'occuper d'elle-même. Puis, elle va se retrouver dans son muettisme parce qu'elle est muette, puis elle est juste, oh, pardon, elle est juste muette. Elle entend, mais c'est ça, elle se retrouve à dessiner des choses qu'elle voit autour d'elle, puis elle habite vraiment sur le bord d'un marécage. Les gens, tu vois, par habitude, vont comme se balader en bateau. Tout le monde a un bateau, puis des fois, tu vas à certains endroits par bateau parce que ça va mieux qu'en voiture. Donc, il y a plusieurs endroits, quelques endroits comme ça aux États-Unis. Si on parle juste en Floride des Everglades, par exemple.
Puis en Louisiane aussi, il y a des espaces comme ça. Puis elle, ça se passe aussi dans cette, je pense, en Louisiane. Donc, c'est ça. Puis, elle va commencer à dessiner tout ce qu'elle voit. Puis, elle en fait des livres. Donc, toutes des sortes de coquillages qu'on voit juste dans les marais, les marécages, des insectes, euh, des plantes. Puis, elle en fait des livres. Puis, c'est comme ça qu'elle réussit à avoir un salaire puis à bien vivre. Donc, c'est ça, c'est vraiment très beau, très touchant comme drame, je pourrais dire. Puis, c'est ça, je trouvais que j'étais très émue de voir ce film-là parce que, justement, les marécages, c'est un espace que on pense qu'il y a juste des crocodiles qui veulent nous manger, mais c'est pas que ça, tu sais. Il y a plein d'autres choses aussi. Je parle de ça, puis je me rappelle, c'est comme du dernier film un peu style sur Survivor, justement, qui est un crocodile qui mange des humains, là. Les gens sont pris dans les arbres là, pendant des heures euh, avant qu'il puisse arriver quelque chose. Là. Puis, en tout cas, bref, c'est pour parler des deux aspects comme complètement contradictoires entre on va se faire manger par des crocodiles, Crocodile Dundee aussi, là, qui se bat à main nue avec des crocodiles, puis le côté coquillages, plantes, saules pleureurs, lucioles qui voguent au travers de ça, les petites patineuses, puis les bruits des grenouilles, tu sais. C'est comme deux mondes complètement différents, mais c'est ça. Mais quand même, qui cohabitent, veut pas, parce que, bon, ici au Québec, on a la chance d'avoir ces beaux étangs-là qui n'ont pas de crocodiles, mais plus au sud, il y en a qui ont cette réalité-là aussi. Donc, il ne faut pas croire que tout est un ou tout est l'autre, mais les deux existent aussi en même temps. Fait que le côté marécage, c'est ça, crocodile, où est-ce que les arbres ont l'air tout rabougris et tu sais, les branches, on dirait quasiment comme des griffes qui essaient de t'attraper pour que tu meurs là et que tu nourrisses les poissons, tu sais. C'est comme... Oh là 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 là. tu sais, justement, dans The Swamp Thing, tu sais, que je vous parlais un petit peu plus tôt, qui a été écrit par un magicien, n'est-ce pas? Ben c'est un marécage comme ça, tu sais. Puis tu vois aussi que c'est ça, le super-héros qui s'appelle, tu sais, qu'on va appeler The Swamp Thing, ben lui, justement, en étant en symbiose avec cet espace-là, mais lui, ce qu'il ressent, c'est toutes les horreurs qui se sont passées, tu sais. Des personnes, tu sais, exemple, à un moment donné, dans une émission, il se retrouve à être hanté par quelqu'un qui a été tué et qui a été laissé là, dans les marécages. C'est difficile quand les marécages font des kilomètres et des kilomètres. C'est comme si quelqu'un se perd là ou qu'il y a un corps qui est comme laissé là. Les chances de tomber dessus sont minces, tu sais. Puis c'est comme si ce mort-là parlait à The Swamp Thing pour régler un peu les choses. Puis on voit que c'est ça, The Swamp Thing recherche un peu ces assassins à cette personne-là, puis leur régler leur compte. Fait que des fois, c'est un peu dur, mais c'est ça, ça nous rappelle aussi le côté moins beau. Tu sais, la nature, autant qu'elle est belle, que des fois, on dirait que la nature peut avoir... on dirait qu'elle veut manger tout le monde, tu sais. J'ai des amis qui étaient allés visiter... le côté sombre. Oui, c'est ça. J'avais des amis qui sont allés faire comme un voyage, puis qui sont allés dans la jungle quelques jours. Puis quand ils en sont revenus, leur impression, c'était ça. Tu sais, juste respirer, c'est pénible tellement que c'est humide, tu as de la misère à respirer. Fait que, tu sais, tu ne te sens pas capable de courir si jamais il y a un animal qui te court après, tellement que c'est lourd.
puis on dirait que toute sa grippe après toi, tu n'arrêtes pas de te faire couper, puis là, tu ne veux pas te blesser parce que là, il y a des insectes, il y a plein d'insectes partout, tu ne peux même pas dormir par terre, tu dois dormir comme dans les airs accrochés, tu sais, parce que par terre, il y a plein de bébites qui veulent juste comme on dirait te mordre. Fait que c'est ça, là. T'as des parties très sombres de la nature. Donc, c'est ça. J'avais juste envie de dépeindre un peu les deux extrêmes comme ça. C'est ça. Ouais, Des vraiment, parce marécages. que tu sais, Maggie, hein, j'ai eu une histoire que j'ai lue sur les internets, là, ça se trouve être une légende là, de marais, là, puis ça ressemble un peu à ça. Ah, wow! Ben, écoute, Ouais. je regarde l'heure. On est déjà à notre première heure. Fait que on pourrait aller en pause musicale, puis tu pourrais nous raconter ça en revenant. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, bien sûr, bien sûr. OK. Donc, c'est ce qu'on va faire. Cette semaine, ben, aujourd'hui, ce mois-ci, pour le mois de mai, une seule pièce musicale parce elle dure longtemps. C'est une pièce de 11-12 minutes, mais qui est vraiment sublime. L'artiste s'appelle Anila et la pièce s'appelle Warrior, donc guerrier, guerrière. Vous allez voir à un moment, il y a comme une guitare électrique un peu là, qui nous rappelle ce côté guerrier en nous, hein, quand on se prépare à un combat, que ce soit un combat physique ou spirituel ou de l'esprit, quand on s'en va hein, se commettre à quelque chose, cet esprit guerrier en nous se réveille, on a hein, le cœur qui palpite un peu, on a les mains qui deviennent moites. On est comme, c'est un peu, c'est ça, juste aller passer une entrevue pour un nouvel emploi. Il y a un côté comme de combattant qui se réveille en nous, que ce soit ça, que ce soit d'aller aider quelqu'un, que ce soit même de prendre soin de nous en allant consulter, que ce soit, c'est ça, n'importe quelle situation dans laquelle on n'est pas habitué ou qui nous fait palpiter le cœur un peu, qui nous donne un petit shoot d'adrénaline aussi. Ben c'est cet esprit guerrier-là en nous qui se réveille en même temps. Donc, puis comme qu'on est au mois de mai, où est-ce que tout se réveille, ben je pense que des fois, c'est ça, notre esprit un petit peu plus combatif aussi s'éveille. Donc, je trouvais que ça faisait tout plein de sens de tomber sur cette pièce pour vous. Donc, Warrior de Anila. Et on se retrouve pour une deuxième heure dans un petit instant. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.